ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la question du North-South Divide en Californie, c'est-à-dire le clivage nord-sud en Californie. Pourquoi parler du clivage nord-sud en Californie aujourd'hui? Alors le point de départ, en fait, c'est une proposition de monsieur qui s'appelle Jeff Stone, j'appelle ça du coup l'affaire Jeff Stone, qui est en juillet 2011. Qui est Jeff Stone? Alors c'est un supervisor du côté de Riverside, c'est-à-dire l'unité territoriale de base, l'unité politique territoriale de base aux États-Unis, c'est le comté. Et le supervisor, c'est un peu l'équivalent du conseiller municipal à l'échelle du comté. Donc c'est quelqu'un qui a un rôle quand même, un rôle politique relativement important et qui, en faisant une déclaration en juillet 2011, c'est un petit peu dans la scène médiatique. Alors qu'est-ce qu'il demande, ce monsieur, Jeff Stone? Il demande l'indépendance, la séparation plutôt, de 13 comtés qui sont cartographiés, comme vous l'avez sous les yeux, en rouge, 13 comtés du sud-est de la Californie. L'argument qu'il avance, c'est un argument assez classique, et que ça devient de plus en plus difficile de gouverner un État qui fait bientôt 40 millions d'habitants, avec aussi un postulat de base qui est avancé par Jeff Stone, c'est que le nord et le sud de la Californie, là vous cherchez un petit peu le nord, vous cherchez un petit peu le sud, quand vous avez la carte évidemment, je reviendrai là-dessus dans une petite seconde. Le nord et le sud de l'État n'ont pratiquement, je mets un peu de Jeff Stone, n'ont pratiquement plus rien à voir ensemble. Voilà. Évidemment, je vais essayer de vous montrer que c'est pas vrai. Ce qui est intéressant, là, vous avez la liste des comtés qui sont concernés, peu importe leur nom, et puis toute la question est de savoir si ça. C'est la découverte et notamment la création de 51e État. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jeff Stone est, encore une fois, un superviseur républicain, et à contrario, la Californie est gouvernée aujourd'hui par un gouvernement démocrate. La réaction de Sacramento est très très vive et très rapide. Au départ, donc, Gil Turan, qui est le porte-parole du gouvernement de Jerry Brown, le gouverneur de Californie, de Sacramento, commence à dire, comment ça c'est en 1860, qu'est-ce que c'est? C'est une déclaration d'indépendance comme ça. Et puis il ajoute quelques jours après, if you want to live in a Republican state with right to divorce, then there is a place called Arizona. Si vous voulez vraiment vivre de cette manière-là, c'est le côté de la frontière, je sais un petit peu ce que ça veut dire. Alors, ce qu'il faut bien voir, quand il en soit, c'est que ça a défrayé la chronique, évidemment, en juillet 2011, on en a parlé, puis c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pensais que c'était pertinent de parler aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a un historien de la Californie qui s'appelle Kevin Starr, S-T-A-2-R, je ne sais pas tout mis sur le diapo, mais je vais certains noms. Kevin Starr, qui est un historien de la Californie, qui a identifié 220 manifestations de ce type. C'est un phénomène, c'est un phénomène fréquent dans l'histoire de la Californie, de demandes comme ça de séparation. Pour l'instant, selon toute probabilité, c'est quelque chose qui n'aboutira pas. Et ce n'est pas la première fois de l'histoire qu'un bout de territoire californien dit bon, on va se séparer et créer un nouvel État aux États-Unis. Alors ça pose la question du fantasme de l'éclatement de la Californie, qui renvoie en fait au fantasme de l'éclatement des États-Unis. Je reviendrai là-dessus parce que c'est un peu le fil conducteur de ma communication aujourd'hui. Alors, le North-South Divide, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que c'est que la Californie du Sud? Qu'est-ce que c'est que la Californie du Nord? Alors, pour le dire de manière très simplifiée, je lancerai un petit peu tout ça et j'essaierai de voir à quel point c'est déterminé. On peut proposer le nord et le sud de la Californie de manière très simple. Au nord, il y a de l'eau, au sud, il y a des habitants. Quand vous avez posé cette ligne-là, vous avez déjà posé l'essentiel du débat. Maintenant, il faut compléter un petit peu, sinon on arrête tout de suite. Mais je vais essayer d'apporter quelques éléments supplémentaires. Nord-sud, où est-ce qu'on peut tracer la ligne de séparation? Est-ce qu'à la limite, on prend une ligne équidistante entre le nord et le sud de l'État? Est-ce qu'on coupe l'État en deux? Est-ce qu'on fait référence aux zones frontalières plutôt au nord de l'État, aux zones frontalières plutôt au sud de l'État? Alors, par convention, et c'est une convention que je tire de ma connaissance de la Californie, de nombreux échanges, débats, discussions que je peux avoir avec des Californiens,
On va distinguer en fait Northern California et Southern California, le nord et le sud de la Californie, en les considérant comme étant centrés d'un côté sur San Francisco, je pense que je vous donnerai d'autres cartes visualisées tout à l'heure, sur San Francisco d'un côté, et on va considérer que Northern California, c'est toute la partie qui est centrée sur San Francisco et c'est au nord. Et Southern California, c'est tout ce qui est centré sur Los Angeles et au sud de Los Angeles. Alors, ça pourrait paraître un petit peu arbitraire, mais ça n'est pas tant que ça. Si vous discutez du Californien, ils font référence à Northern California, Southern California, ça a du sens pour eux. Même s'ils n'en débattent pas, si vous leur dites où est-ce que tu traces la ligne de frontière, ils sont bien invités pour vous répondre, parce que ce sont des constructions mentales avant d'être des constructions cartographiques précises. Hein. Donc, on peut utiliser ces termes, sachant que ça va renvoyer à des choses qui ne sont pas forcément très clairement définies. Hein. Encore une fois, ce sont des expressions qui ont du sens pour les Californiens eux-mêmes. Alors, l'objet de la publication, en fait, ce que j'ai essayé de faire surtout aujourd'hui, ça va être un petit peu de discuter de la réalité de ce clivage nord-sud, les fondements de ce clivage nord-sud, parce que ça correspond à des choses concrètes sur le terrain, ça a du sens. Et puis aussi, en fait, ce qui m'intéresse surtout, ça va être de voir qu'est-ce que le cas californien nous enseigne sur les États-Unis. C'est très intéressant de travailler sur la Californie, mais si on s'intéresse à la Californie pour la Californie, quelque part, on va pas très loin. Parce que j'aimerais voir ce que le cas californien nous enseigne sur les fragilités géopolitiques internes des États-Unis. On va beaucoup parler de géopolitique externe il y a quelques instants, je me concentre sur les géopolitiques internes des États-Unis. Alors, je ne vais pas annoncer le plan parce que j'ai un plan, mais vous allez le retrouver tout à l'heure, vous avez l'habitude des plans 1, 2, 3, en fait, j'ai 4 parties, vous allez voir. Premier gros package, avec quelques points de repère, un cadrage général sur la Californie avec des éléments démographiques, géographiques, démographie élémentaire, et puis quelques éléments économiques. Alors, du point de vue de la démographie, une croissance démographique extrêmement rapide, une croissance démographique spectaculaire, 92 000 habitants en 1850, quand la Californie intègre l'Union, donc c'est pas grand-chose, une croissance importante tout au long de son histoire, et en 2012, les dernières données, en 2013, 38 millions d'habitants environ, ça a été dit ce matin. Juste garder à l'esprit quand même que ça représente quelque chose comme 12% de la population nationale. Et à titre comparatif, ça fait quand même 59% de la population française. Donc c'est-à-dire que dit Johan, quand il dit c'est énorme, c'est difficile de gouverner un État. On n'est pas dans le Montana, quelque chose comme 800 000 habitants. C'est quelque chose qui. C'est un autre État. C'est un autre État qui est effectivement très important. Un élément supplémentaire quand même, avant 1850, ça a été évoqué quand même précédemment dans différentes communications. Il y a des Amérindiens, il y a des Espagnols, il y a des Mexicains par la suite, et puis quelques Américains aussi qui sont venus s'installer sur le territoire californien. Du point de vue géographique, c'est un vaste État. Je vous donne quelques éléments de la géographie élémentaire, 424 000 km², c'est pas grand-chose par rapport à l'ensemble du pays, 4,5% du territoire national, c'est à peu près 3/4 de l'équivalent du territoire français, c'est quand même énorme aussi, il faut avoir ça à l'esprit. En termes de distance, 1200 km nord-sud, à peu près, 300 à 400 km de distance est-ouest, c'est un vaste état du point de vue géographique. Mais je reviendrai un petit peu plus tard sur les considérations de géographie de base, disons, je ne sais pas au sein de l'économie, on en a un petit peu parlé, moi je trouve qu'on parle beaucoup de Californie aujourd'hui, des choses qui ont été dites, je ne sais pas trop répéter, mais c'est un pilier de l'économie nationale. Le PIB, vous l'avez sous les yeux, 1 900 milliards de dollars pour les dernières données qu'on peut trouver de 2011-2012, c'est 13% du PIB national, c'est l'équivalent des 2 tiers du PIB français, c'est effectivement considérable. C'est, comme c'est écrit sur la diapo, le lieu d'ancrage de grandes concentrations productives. Alors, en d'autres termes, la Californie a connu une expansion économique extrêmement rapide depuis la Seconde Guerre mondiale, en particulier grâce à un certain nombre de secteurs économiques. Et vous avez quelques éléments sous les yeux. La Californie est devenue certainement l'emblème même de la Silicon Valley.
de la Sunbelt. Emblème de la Sunbelt avec deux grandes concentrations industrielles majeures qui sont la Silicon Valley d'une part et Hollywood d'autre part. Alors, je vous ai donné quelques éléments chiffrés précis qui datent de 2007. Il y a un recensement fait par le Labor Bureau, le bureau du travail américain, tous les 5 ans, les années 7 et 2. Donc vous avez des données pour 2007 et vous avez des données pour 2012 que je n'ai pas consultées, mais qui doivent être mises en ligne et consultables. Alors le NAICS, c'est North American Industrial Classification Standards, c'est une classification des secteurs industriels en Amérique du Nord qui a été inventée, mise au point par les États-Unis, qui vont aujourd'hui pour le Canada, il me semble que ça appartient pour le Mexique. Une logique d'intégration dans la même. Alors, software publishers, il y a un site c'est le génie logiciel, c'est la conception de logiciels, de tout le software qui fait fonctionner les ordinateurs. 67 000 emplois, c'est tout le logique simplement. Le NAS, ça c'est le NAS 51, le NAS 334, Computer and Electronics Products, Manufacturing 92 000 emplois, c'est juste pour ce qui concerne la fabrication même du hard, du matériel, des ordinateurs, des composants et de l'assemblage. Et puis vous avez Hollywood, tout ce qui concerne l'industrie du cinéma, motion picture and sound recording industries, 120 000 emplois, ça fluctue un petit peu, bien sûr, mais on a quand même un emploi considérable. Alors là, je vais parler de la région ce matin, puis je vous dis, je suis un peu toulousain sur les bords. Du fait que je suis à l'université de Versailles 50 ans, je suis un peu toulousain sur les bords, donc je connais bien l'industrie aéronautique toulousaine et en plus, on est très fiers à Midi-Pyrénées d'avoir quelque chose comme 30 000 emplois dans l'industrie aéronautique. Moi, quand j'entends des gens se dire c'est super en Midi-Pyrénées, je leur rappelle qu'il y a quand même 120 000 emplois dans le cinéma à Hollywood pour donner un ordre de grandeur. Alors, j'avance un petit peu. Quelques éléments, points de repère, toujours historiques, disons. Je vais aller assez vite là-dessus, mais je crois que ça vaut la peine de rappeler un certain nombre de choses. En 1579, c'est la découverte de la baie de San Francisco par Francis Drake sur les côtes de l'Angleterre, sans forcément prise de possession de terre. En 1602, une exploration des côtes californiennes par Sébastien Vizcaíno. Je vous raconte un peu l'histoire. La Californie passe de fait sous l'autorité espagnole à ce moment-là, en 1765, en réaction en fait à la progression russe. C'est un territoire disputé, on peut parler de ça. En réaction à la progression russe dans les Amériques, Charles III, le roi Charles III, incite à la colonisation du peuplement. Il s'agit plus seulement de conquérir, il s'agit aussi de coloniser cette terre californienne. Et c'est le début de la création des presidios, des pueblos et des missions en fin 18e, début 19e en Californie. En 1812, la progression russe atteint son extrême, comme ça, qui se traduit en fait, la progression russe s'est traduite par la création de comptoirs et de places fortes. La dernière place forte créée, en fait, s'appelle aujourd'hui Fort Ross, c'est à 80 km au nord de San Francisco. Et en fait, c'est une base, c'est autre chose qu'un comptoir, et une base militaire russe qui a été créée très loin au sud, à l'intérieur des terres américaines, on est à 80 km seulement au nord de San Francisco. C'est un petit site touristique, ça a été restauré récemment, c'est un petit site touristique. En 1819, en même temps, il faut le rappeler, une progression de colons américains dans ces territoires. Une progression américaine vers l'ouest, qui a été rappelée ce matin. Il y a un traité, le traité de Adams-Smith, qui a pour objectif finalement de réguler une situation qui est potentiellement explosive. L'installation de colons américains sur le terrain espagnol, ça devient de plus en plus une source de tension. En 1821, il y a l'indépendance mexicaine, et c'est le début
la colonisation mexicaine s'accélère dans cette terre californienne. En 1841, Fort Ross est vendu à un homme d'affaires et politique américain, John Sutter, et ça marque le début du recul russe dans les Amériques qui se en 1867 par la vente de l'Alaska. En 1848, c'est la déclaration d'indépendance par les colons américains de ces terres qui crée entre guillemets la République de Californie qui accédera donc à son intégration dans les États-Unis un petit peu plus tard, très rapidement. Suite, 1848, toujours suite au conflit entre les États-Unis et le Mexique, c'est le traité de Guadalupe Hidalgo qui se traduit par la mainmise des États-Unis sur la Californie, sur un immense territoire qui correspond effectivement au sud-ouest des États-Unis. Et puis 1848, en même temps, c'est la découverte de l'or en Californie. On peut formuler comme ça, c'est l'entrée finalement de la Californie dans l'aventure américaine. Se peut dire comme ça. D'autres points de repère qui vont faire écho à des choses qu'on a vues jusqu'à présent. Quelques éléments sur le découpage politico-territorial de la Californie. Vous avez sous les yeux une carte du découpage des comtés. Les comtés, encore une fois, c'est l'unité de base territoriale et politique des États-Unis. Ce qui est intéressant de souligner dans cette carte, c'est d'abord la complexité de la trame des comtés dans le nord-centre de l'État, autour de San Francisco, à l'est de San Francisco. Et en fait, c'est un peu logique, ça s'explique historiquement par le fait que ce sont les premiers États qui sont véritablement en phase de développement dans le contexte américain. C'est lié, le point de départ, c'est la découverte de l'or, effectivement, et ces territoires se structurent à partir de, disons, la seconde moitié du 19e siècle, donc assez tôt. Inversement, ce qu'on peut souligner, c'est ce qu'on pourrait appeler la rationalité orthogonale américaine, c'est classique. On retrouve dans le sud, dans le côté du sud de la Californie, un petit peu au nord aussi, à l'extrême nord de la Californie. Et ça s'explique aussi par le fait que les modalités de peuplement de ces terres sont un peu plus tardives et prennent des formes et les moteurs du peuplement ne sont pas tout à fait les mêmes, les processus de peuplement ne sont pas tout à fait les mêmes. Dernière chose, je crois qu'on peut souligner, c'est la puissance de San Francisco durant cette seconde moitié du 19e siècle. On va insister là-dessus parce que par rapport à ce que je vais évoquer un petit peu plus tard dans mon exposé, il y a une rivalité presque structurelle entre San Francisco d'un côté, Los Angeles, c'est la rivalité entre Northern et Southern California. La puissance de San Francisco, pour cette période, est colossale. J'ai mis une référence bibliographique, vous voyez sous les yeux, un bouquin qui s'appelle Imperial San Francisco de Greg Bradley, qui est en fait un journaliste qui est chercheur associé à UC Berkeley, au département de géographie de UC Berkeley, qui a écrit ce bouquin qui fait le point sur la puissance de San Francisco qui domine, qui traîne, qui place sous influence quasiment le tiers du territoire américain à la fin du 19e siècle. Et si on pense, ça a été évoqué un petit peu ce matin quand il y a eu des questions des lois de chemin de fer et de l'organisation des lois de chemin de fer aux États-Unis, c'est pensé au Big Four, Stanford, Huntington, Hopkins et Clark. Les Big Four, c'est les 4 hommes d'affaires richissimes de San Francisco qui ont financé la construction des voies de chemin de fer partant de San Francisco en direction de la partie vers l'est, dans les travaux qui allaient dans l'autre direction. Donc ça, je crois que ça dit beaucoup sur la puissance et la capacité d'influence de San Francisco au cours de cette période. Toujours dans la première partie, le petit 1 à droite, ça me donne une idée je vais passer dans la deuxième partie justement. Sur la géographie naturelle, le découpage régional, là aussi plusieurs différentes diapos. Je voudrais finalement vous montrer plusieurs approches, plusieurs lectures pour analyser le découpage régional du territoire californien. Une première lecture, qui est une lecture assez classique finalement,
qui reprend la géographie naturelle de la Californie. C'est tout simplement une carte du relief que vous avez sous les yeux. Les altitudes qui sont indiquées. Ce qui est en vert, c'est pas forcément vert sur le terrain. Je peux vous assurer que si vous voyez, je vais vous montrer, je vous donne une seconde, mais cette partie-là, sur laquelle j'attire votre regard, en fait, c'est la vallée de la Mort. Je peux vous assurer que c'est en vert sur la carte que vous avez sous les yeux, que vous avez sous le terrain. C'est en vert, sauf que vous avez pas vu, ça peut être absolument magnifique. Alors, voilà, c'est nous avons une espèce de lecture de la structure générale de la Californie, qui est une structure finalement assez connue, qui nous donne des ensembles régionaux de la Californie, un petit peu dans un ordre non aléatoire, mais vous triez dans un ordre différent. La Grande Vallée centrale, bien sûr, la Grande Vallée centrale qui est un lieu de production agricole considérable, mais plus vous allez vers le nord et surtout vers le sud de la Grande Vallée centrale, les productions agricoles sont de plus en plus difficiles, en raison de question de l'eau, sur laquelle je reviendrai dans quelques secondes. Vous avez tout au sud de l'État, y compris avec une partie un peu blanche, la vallée impériale, l'Imperial Valley, qui est aussi un grand espace de production agricole et qui, avec Salton Sea, qui descend à moins de 60 mètres en dessous du niveau de la mer, en dessous des problèmes de salinisation des sols considérables dans ces conditions. Le troisième ensemble géographique de la Sierra Nevada, dans l'est de la Californie, avec le mont Whitney, qui cumule à 4400 mètres. Les chaînes côtières, ensuite, sur le littoral, les chaînes côtières, qui sont intéressantes à multiples égards, parce que c'est, entre autres, un outil de la promotion touristique de la Californie considérable. C'est un atout très important de la Californie dans sa promotion touristique à l'échelle du pays et à l'échelle internationale. Les petites, je tiens aussi votre attention sur les petites plaines côtières. La baie de San Francisco, d'une part, vous connaissez bien la géographie de la Californie dans sa constitution, et la région urbaine de Los Angeles et San Diego, d'autre part. Celles et ceux qui sont vraiment enfermés dans la géographie physique n'auront aucune difficulté à repérer, en particulier dans la baie de San Francisco, n'auront aucune difficulté à repérer la faille de San Andreas. On voit évidemment sur la carte certaines solutions. Ce sont évidemment ces plaines côtières, ce sont les grandes concentrations démographiques en Californie. Et évidemment, je vais vous montrer une petite carte sur la répartition des populations. Vous retrouverez une petite plaine côtière que je vous montre, vous retrouverez sur la carte de répartition des populations. Ensuite, les déserts du sud intérieur, en incluant effectivement dans le sud et dans l'est du pays. Notamment la vallée de la Mort qui, dans le point plus bas, est à 85 mètres sous le niveau de la mer. C'est ceux qui ont l'occasion de visiter la vallée de la Mort, comprennent que c'est un milieu hostile, pas d'habitants, sauf quelques personnes qui vivent du tourisme, qui animent les activités touristiques. Et puis, c'est une entité que je remonte tout au nord de l'État, les montagnes et les terres volcaniques du nord de la Californie, en particulier le mont Shasta, qui est à plus de 4300 mètres d'altitude. Voilà, une carte qu'on connaît, assez classique, qui est le centre régionaux de la Californie. Il faudra la garder un petit peu à l'esprit tout à l'heure, parce qu'on va regarder la même carte que je vais vous montrer dans quelques instants. En d'autres termes, une grande diversité des milieux naturels, une grande diversité des milieux naturels, et puis aussi, je serais tenté de souligner, sur la carte, le parc de l'île de séparation nord-sud. On peut chercher ce nom, mais le parc de l'île de séparation évidente. Un des points centraux, sans doute, disons, la clé de voûte de cette question du clivage nord-sud en Californie, c'est la question de l'eau. Alors la deuxième grille de lecture qu'on peut proposer, c'est justement le problème majeur de la Californie, c'est le problème de l'eau, qui n'est pas une ressource surabondante en Californie et qui est inégalement répartie. Les précipitations sont inégalement réparties en Californie. Alors la distribution de cette ressource, elle est marquée en fait par une espèce de double ligne de position
vous avez une ligne nord-sud, ça rend la lecture un petit peu complexe, mais finalement, quand on regarde la carte, on s'y retrouve. Une ligne de séparation nord-sud de l'État, évidemment, mais aussi une ligne de séparation littorale et intérieure du pays, ce qui fait que la carte n'est pas binaire, en fait, elle est plus complexe que ça à lire. Mais il y a deux lignes de séparation nord-sud d'un côté, littoral, intérieur de l'autre. Donc il y a une richesse de l'État californien dans cette ressource en eau, richesse du nord de l'État et de la Sierra Nevada, et puis inversement une pauvreté assez nette des plaines centrales, de la grande plaine centrale, et de l'est et du sud de l'État en matière d'eau. Ça veut dire qu'on a en fait une rivalité interne assez marquée quant à la disponibilité de cette ressource en eau et de l'usage de l'eau, une opposition qui est, elle aussi, à plusieurs niveaux de lecture, une opposition nord-sud d'une part, mais aussi, et peut-être surtout, une opposition entre espaces ruraux d'un côté et espaces urbains d'autre part. Et moi j'ai eu l'occasion de traverser la vallée centrale il y a quelques années de ça. On peut voir sur le bord des autoroutes de la vallée centrale, quand vous traversez, des panneaux qui vous disent par exemple « Agricultural water feeds you ». L'eau utilisée pour l'agriculture vous nourrit, par opposition bien évidemment à l'eau que vous utilisez pour laver votre voiture, arroser votre pelouse ou bien remplir votre piscine. C'est une évidence. Donc il y a cette opposition aussi, espace rural, espace industriel et urbain de l'autre. Mais ce qui me paraît très important quand même à souligner, c'est qu'il y a un rôle régulateur extrêmement important de la part de l'État californien. Sacramento, pour le dire comme ça, solidarise, par ses politiques de l'eau, solidarise le nord et le sud de l'État. Le nord qui est plutôt fournisseur en eau, et le sud qui est plutôt consommateur en eau. Le sud, il n'y a pas d'eau propre, quasiment pas d'eau propre dans le sud de l'État. Donc il y a une politique de redistribution géographique de la ressource en eau qui s'organise très très tôt, on commence à y penser dès la fin du 19e siècle, et on met en pratique un certain nombre de choses dès le début du 20e siècle. Cette dépendance du sud, si vous regardez la carte, la dépendance du sud est extrêmement forte, et je vous mentionnais Jeff Stone tout à l'heure. Je crois que Jeff Stone a complètement oublié, quand il a fait sa demande de séparation, je crois qu'il a complètement oublié le fait que le sud, le sud-est en particulier, de l'État, est totalement dépendant du nord, donc totalement dépendant de Sacramento. Il a des mots très durs. Jeff Stone a des mots très durs sur la politique, les politiques, en particulier les politiques sociales de Sacramento. Jeff Stone oublie qu'il est, le sud, et le sud-est en particulier, dépendant complètement des politiques de Sacramento quant à la location spatiale de la ressource en eau. Alors donc des aménagements d'aqueducs, très très tôt, la fameuse vallée de Hetchy, vous retrouverez, j'ai les noms dans Yosemite, dans le parc national de Yosemite. Le LA Aqueduct, on est au début du XXe siècle, encore le Colorado River Aqueduct en 1939, etc., etc. Encore aujourd'hui, il faut avoir ça à l'esprit, encore aujourd'hui, l'eau est une préoccupation importante pour l'État de la Californie. Et c'est une facette importante de la politique de l'État. Il faut avoir ça à l'esprit. Ceci dit, je voudrais quand même rajouter quelque chose en disant simplement que je donne sans doute l'impression que tout se passe bien, le nord et le sud finalement marchent dans la main, dans la même direction, on va redistribuer l'eau. Il faut quand même souligner qu'il y a eu des tensions, un certain nombre de tensions et un certain nombre d'intérêts bien compris derrière tout ça. Il y a un mot un nom que je n'ai pas mis sur mon diaporama, mais qui m'est venu quand je préparais malgré tout ma communication, et puis qui me revenait ce matin quand j'entendais Gérald Bielard en particulier, sur la promotion immobilière. Il y a une forme de la promotion immobilière aux États-Unis très très particulière. On parle des boosters qui font des fortunes colossales en proposant des programmes immobiliers et qui sont des acteurs du lobbying extrêmement importants. Et ces boosters, en fait, dès la fin du 19e siècle, ont commencé à se manifester
au sud de la Californie. Si vous regardez, si vous faites une photographie de la répartition de la population à la fin du 19e siècle en Californie, il y a très très peu d'habitants à Los Angeles. Los Angeles, à ce moment-là, c'est quelque chose comme 100 000 habitants, ce qui est très très loin derrière San Francisco, à la fin du 19e siècle. Mais un certain nombre de promoteurs immobiliers de la fin du 19e siècle à Los Angeles se disent, il fait beau, il y a de l'espace, il y a sans doute des choses à faire. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque de l'eau pour pouvoir faire des programmes immobiliers. La stratégie va consister à demander des subventions fédérales pour faire de la production agricole, en particulier dans un comté qu'on appelle, curieusement, le Orange County, le comté d'Orange. Donc, production agricole. Donc, vous pouvez demander légitimement des subventions fédérales pour acheminer de l'eau, donc pour faire des aqueducs, pour acheminer de l'eau et pour faire du développement agricole. Et puis, ces propriétaires fonciers, ces boosters qui ont fait la promotion du développement agricole, ils ont très très vite retourné les choses à leur avantage en faisant de la promotion immobilière. Une fois qu'il y avait l'eau, on pouvait enfin faire de la promotion immobilière. Donc je veux insister sur le fait qu'il y a des intérêts financiers très très importants derrière ces politiques de l'eau. C'est pas seulement allez, on est tous solidaires et on va faire en sorte qu'y compris les gens du Sud qui sont très gentils vont aussi pouvoir avoir de l'eau à leur robinet. C'est pas, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Une autre chose sur la géographie naturelle et le découpage régional de la Californie. Une troisième lecture qui est proposée par un autre journaliste qui s'appelle Peter Fradkin, qui a fait un bouquin en 1995 qui s'appelle The Seven States of California, les 7 États de la Californie. Alors je n'ai pas de carte, je ne suis pas sûr que j'aurais le droit de vous la diffuser, même si je l'avais sous les yeux, ou en tout cas il vous aurait fallu l'oublier très très rapidement. Peter Fradkin a fait ce bouquin en combinant des considérations environnementales et culturelles pour proposer, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la Californie, qui propose une autre lecture de la Californie. Peter Fradkin, par exemple, il connaît très très bien la Californie. Lors des émeutes de 1965 à Los Angeles, il était sur le terrain. Les fameuses émeutes de Los Angeles qui ont fait plus de 34 morts, je crois, en 1965, c'était ça les chiffres. Il était sur le terrain et c'est entre guillemets, un vieux monsieur, je dis ça avec beaucoup de respect, et il connaît très très bien la Californie. Il propose une lecture qui est une lecture originale de la Californie. Il distingue donc 7 États ou sous-États ou 7 ensembles régionaux en Californie qui sont eux-mêmes, selon lui, dotés d'une certaine cohérence interne. Alors, on retrouve les déserts, on retrouve la Sierra Nevada, on retrouve ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'il appelle, lui, la terre du feu, au nord-ouest de l'État, marqué par la présence des volcans, la terre de l'eau, plutôt le nord côtier de l'État, la grande vallée centrale, le centre intérieur de production agricole que j'évoquais tout à l'heure, la province fracturée, la côte centrale marquée par les séismes liés au mouvement tectonique de la faille de San Andreas, mais plusieurs failles, bien évidemment. Et puis, je reprends les termes qu'il utilise. La province de la débauche, c'est le sud côtier, c'est Los Angeles, et je n'en déplaise à Gérald Billard, San Diego aussi, qui est empaqueté dans cet ensemble de la province de la débauche, selon Peter Fradkin. Alors, il y a une autre, rapidement, j'ai perdu le micro. Il est magique, voilà. Okay. Dernière propos sur cette question du découpage régional. Une quatrième lecture qui est proposée cette fois-ci par une agence du gouvernement de Californie. Identification de régions économiques. 9 régions économiques qui sont dessinées sur la base des activités économiques qu'on rencontre dans tel ou tel lieu de la Californie, et puis aussi sur les migrations de population, sur les mouvements pendulaires. Donc 9 régions, je ne le reprends pas, c'est une carte qu'on peut trouver assez facilement sur Internet, qui est mise à disposition assez facilement. Je veux juste souligner sur la base de cette carte que finalement, ça serait presque juxtaposé avec la carte de la géographie naturelle, des altitudes que je vous mettais en projection, la première des cartes que je vous mettais en projection tout à l'heure, parce que finalement, ça permet de mettre en évidence le rôle structurant de la géographie naturelle, parce qu'on retrouve quand même dans une certaine mesure ce cadre naturel, les sols, les précipitations,
le relief, facilite ou entrave les déplacements, détermine en partie, mais détermine un petit peu quand même le type de production dans tel ou tel lieu. Donc il y a quand même une certaine corrélation entre la carte de la géographie naturelle et la carte des activités économiques. Hein, la partie en orange, par exemple, qui s'appelle Central Coast, est une région qui est essentiellement tournée vers les activités. Pour beaucoup, essentiellement, beaucoup tournée vers les activités touristiques, et c'est lié effectivement aux caractéristiques morphologiques de cette région côtière qui s'appelle donc Central Coast. Ensuite, je passais à un autre point de mon exposé sur la géographie de la population. D'abord, un premier point sur la répartition. Alors, pas de grande surprise, vous connaissez tous bien évidemment suffisamment la Californie pour voir où sont les vides, où sont les pleins. Concernant la répartition de la population, deux grandes principales concentrations de population qu'on retrouve sur les entre guillemets petites plaines côtières que je mettais en lumière tout à l'heure. Au nord, donc, la région urbaine de San Francisco, la Bay Area, et puis au sud, la métropole ou les métropoles de Los Angeles et de San Diego, Southern California, que souvent on appelle SoCal. Quand les Californiens utilisent souvent ce raccourci pour désigner la Californie du Sud. Je voudrais quand même profiter de ces cartes pour souligner le fait qu'il y a d'autres concentrations démographiques. Il y a, à mon avis, deux axes structurants qu'il faudrait souligner, qui sont un petit peu en chapelet d'une certaine manière. Le premier axe structurant, c'est la Grande Vallée centrale, dans un sens très étendu. Vous voyez, vous pourrez retrouver sur des cartes un peu plus précises l'agglomération de Bakersfield, qui est un lieu de, à dire de bêtises de tête, il me semble qu'il y a 900 000 habitants à Bakersfield, qui est à l'extrême sud de la vallée centrale, quasiment dans le désert de Mojave, et qui a un point de concentration de population quand même important. Et deuxième axe structurant, c'est la côte, avec quelques villes, des villes très importantes, mais qui peuvent compter quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'habitants pour certaines, réparties le long de la côte. Voilà, ça c'est simplement pour vous donner une carte, pour rappeler des choses que vous connaissez évidemment sur la répartition de la population en Californie. On voit quand même, de manière assez nette, je crois, qu'il en soit, deux grands ensembles de répartition de la population au nord et au sud de la Californie. Je reviendrai dans une seconde. Alors, second point sur la question de la population, je voudrais faire quand même un éclairage, disons, méthodologique, qui reprend et qui va peut-être compléter des choses qu'on a pu discuter jusqu'à présent. Ça peut paraître un petit peu hermétique quand vous lisez ce qu'il y a sur la diapo, et je vais essayer de vous expliquer. Il y a deux approches possibles pour essayer de compter combien d'habitants, de faire le point sur le... Perdu ? C'est moi, voilà. De faire le point sur le nombre d'habitants dans la Californie du Nord et la Californie du Sud. Alors, comme je vous le disais, la Californie du Nord, pour moi, ce sera la région urbaine de San Francisco. La Californie du Sud, ce sera la région urbaine de Los Angeles. J'exclus San Diego du package. Alors, il y a deux manières de compter la population dans ces métropoles. On peut le dire comme ça. La première méthode consiste... à reprendre les MSA, Metropolitan Statistical Areas, et à faire la somme des MSA qui nous intéressent en fonction de l'espace géographique auquel on fait référence. Et puis vous avez une deuxième méthode qui consiste à s'intéresser aux comtés, à la population qui est comptée. Alors, quand même, une particularité que je voudrais souligner, c'est que le décompte par les comtés, les données statistiques sont fournies par le bureau du recensement, le Census Bureau, mais l'agrégation des comtés n'est pas fournie par le Census Bureau. En fait, c'est un travail statistique supplémentaire. Et je vais vous donner des données statistiques. Vous allez avoir quelques secondes un tableau qui va vous assommer tellement il y a de chiffres. J'ai dû faire moi-même, avec ma petite calculette, j'ai dû faire le décompte du nombre d'habitants.
en faisant la somme des comtés. Dans un cas, alors quels sont les résultats que ça donne? Dans un cas, on a, si on prend les MSA, quelque chose qui a été évoqué ce matin à travers le propos de Gérald Billard, c'est qu'il faut de toute façon connaître le terrain pour savoir, pour me poser la question, pourquoi vous mettez San Francisco, Oakland, Fremont d'un côté, et San José, Sunnyvale et Santa Clara ensemble. Quand on va sur le terrain, c'est la même entité urbaine. Hein. C'est le même ensemble urbain, c'est la même métropole. Et de la même manière, vous pourriez me demander pourquoi le MSA de Los Angeles, Long Beach, Santa Ana d'un côté, et Riverside, San Bernardino, pourquoi vous les agglomérez? C'est un petit peu ce qu'évoquait Gérald Billard ce matin, c'est-à-dire quand on va sur le terrain, il n'y a pas forcément de discontinuité. Moi-même, j'ai une question qui a été posée là-dessus. Pourquoi il y a 2 MSA dans le cas de la Californie du Sud qui nous intéresse? Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi les statisticiens du Census Bureau font une distinction entre ces 2 MSA de Los Angeles, Long Beach, Santa Ana d'un côté et Riverside, San Bernardino de l'autre. Je suis allé plusieurs fois sur le terrain et je peux vous assurer, moi je ne vois pas la discontinuité. Donc ça me paraît un petit peu étonnant. Au niveau des résultats, ce qui est intéressant, et de l'autre côté, vous avez les 9 comtés. La métropole de San Francisco, c'est 9 comtés qui sont listés là, et puis la métropole de Los Angeles, c'est 5 comtés. On les retrouvera dans une petite seconde tout à l'heure. De toute façon, vous voyez les résultats en termes d'effectifs de population. Si vous faites la somme des MSA pour la région urbaine de San Francisco, vous avez 6,2 millions d'habitants. Si vous prenez les comtés, vous avez 7,2. Si vous prenez les MSA de Los Angeles, vous êtes à 17 millions. Et si vous prenez les comtés, vous êtes à 17,9 millions d'habitants. Et comme on le disait ce matin, il y a une partie de ces habitants qui habitent en fait dans des espaces complètement ruraux. Quand vous êtes dans le comté de Riverside, à 100 km de Los Angeles, dans le désert, c'est vraiment, vous n'êtes plus dans la ville. Hein, mais vous êtes quand même comptabilisé dans les statistiques que vous avez sous les yeux. Mais vous voyez que ça ne donne pas une grosse différence au niveau des effectifs. Une petite précision, avant de passer à la diapo suivante. Les 9 comtés de San Francisco que vous avez sous les yeux, donc 7 millions et quelques d'habitants, c'est 19% de la population de la Californie. C'est déjà beaucoup. Et puis, pour la métropole de Los Angeles, c'est 48% de la population californienne. Alors, vous allez voir par la suite, moi, je m'appuie sur les données statistiques des comtés. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'au niveau politique, c'est l'unité de base qui est intéressante et à partir de laquelle sont proposées des statistiques sur les élections, des statistiques intéressantes. Alors voilà, le fameux tableau, il y a plein de chiffres. Géographie de la population, quelques éléments sur la composition. Alors ce sont des données démographiques qui reprennent classiquement ce que Michael Lind, L-I-N-D, appelle le pentagone racial des États-Unis. Le pentagone racial américain, qui est une distinction entre les Blancs, les Noirs, les Amérindiens, les Asiatiques et les Latinos, avec quelques subtilités sur les Pacific Islanders, etc., qu'évoquait il y a quelques secondes. J'ai repris les données statistiques du bureau du recensement en distinguant quatre ensembles géographiques. Les États-Unis, c'est très facile de trouver ça, la Californie, mais aussi du coup j'ai repris, c'est là que j'ai fait un travail statistique, je dirais pas pénible, mais enfin assez compliqué de reprendre chaque catégorie de population en faisant la somme. C'était un travail assez conséquent de refaire la somme par comté, puisqu'encore une fois, le bureau de recensement donne des informations par MSA et par comté. Mais si vous voulez agglomérer des comtés, c'est à vous de faire le calcul. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc 4 ensembles géographiques. Juste un petit mot sur les États-Unis. Les choses qu'on connaît, c'est le cosmopolitisme des États-Unis qui apparaît de manière assez évidente, mais je ne m'attarde pas là-dessus. Je voudrais souligner le cosmopolitisme plus avancé encore de la Californie, et je vais souligner quelques chiffres qui opposent la Californie d'un côté, les États-Unis de l'autre. Si vous regardez la population dite blanche, white, vous avez aux États-Unis 57 en Californie, 57,6%
de population dite white, les blancs, alors que pour les États-Unis, c'est 72,4% de population blanche. Pour les Asiatiques, c'est pareil, il y a une différentielle assez importante entre la Californie et les États-Unis. La Californie est à 13%, les États-Unis à 4,8%. Une autre catégorie statistique sur laquelle je vais mettre l'accent, ce sont les Latinos. 16,3% aux États-Unis. C'est désormais à l'échelle du pays la première minorité dans la population noire. 16,3% aux États-Unis. Et en Californie, 37,6% pour l'ensemble de l'État. C'est beaucoup, hein, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. C'est beaucoup. Inversement, une autre caractéristique de la Californie, très cosmopolite avec certaines minorités surreprésentées, bien sûr, ce que je viens de dire, mais une minorité inversement qui est sous-représentée, c'est la minorité noire. À l'échelle nationale, c'est 12,6% de population afro-américaine, et en Californie, on est seulement entre guillemets 6,2% de population noire. Voilà. Ces quelques chiffres me permettent de revenir sur un élément que j'évoquais dans mon introduction et qui me paraît important de souligner. La Californie, on a utilisé ce terme une ou deux fois depuis ce matin, c'est une espèce de laboratoire. Une espèce de laboratoire des États-Unis, c'est une sorte de figure de proue des mutations du pays. Ce qu'on a toujours tendance à dire, ce qui se passe aux États-Unis, 5 ou 10 ans après, on a la même chose en France. Il suffirait finalement de regarder ce qui se passe aujourd'hui en Californie pour dire, voilà ce qui va se passer aux États-Unis un petit peu plus tard. C'est une espèce d'exacerbation de logiques qui sont des logiques américaines, mais qui sont plus marquées encore en Californie qu'ailleurs. On peut nuancer, il y a des choses sur lesquelles il faut évidemment mettre un bémol à ce que je dis, mais un certain nombre de transformations qu'on constate en Californie, on les retrouve aux États-Unis, mais en Californie de manière beaucoup plus marquée. Pour ce qui est de Los Angeles et de San Francisco, alors, je ne parle pas du comté de Los Angeles et du comté de San Francisco, je reprends donc bel et bien les 9 comtés de San Francisco. Donc en fait, quand il y a marqué San Francisco sur le tableau, c'est la région urbaine de San Francisco, les 9 comtés auxquels je fais référence, et les 5 comtés de Los Angeles. Donc, là aussi, un cosmopolitisme extrêmement marqué, mais avec des écarts. Un cosmopolitisme plus marqué encore, sans doute, que pour la moyenne de la Californie, et avec des différences. Je crois que là, on commence à voir de vraies différences entre San Francisco d'un côté, Los Angeles de l'autre. Si vous regardez, j'attire votre attention en particulier sur la ligne concernant les Asiatiques. Si vous regardez la ligne concernant les Asiatiques, vous avez pour Los Angeles 12,3% de population d'origine asiatique. À San Francisco, 23,3%. Un habitant sur 4 est d'origine asiatique dans la région urbaine de San Francisco. Alors on a une collègue qui s'appelle Annalie Saxenian, S-A-X-E-N-I-A-N, Annalie Saxenian, qui pour moi est une star de la géographie économique américaine. Je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer, j'ai failli, mais j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer, j'aurais adoré ça. C'est une star de notre discipline, pour ceux qui font un peu de géographie économique, c'est une star de notre discipline. Annalie Saxenian, en fait, vous retrouverez facilement ses publications, elle met plein de choses en ligne et c'est facile d'accès. C'est en anglais, elle a été peu traduite en français, mais on peut aussi le lire un petit peu en français. Elle met en évidence le rôle de l'immigration d'origine asiatique dans les dynamiques de la Silicon Valley. Plus d'un tiers des créations d'entreprises de la Silicon Valley, d'entreprises innovantes, des entreprises de haute technologie, donc plus d'un tiers de ces créations d'entreprises sont le fait d'immigrants d'origine asiatique. Donc il faut... et elle défend un discours pro-migratoire finalement. Donc elle s'inscrit en faux par rapport à des discours un peu xénophobes. Elle souligne véritablement l'impact bénéfique de l'immigration asiatique, en l'occurrence, sur les dynamiques économiques de la Silicon Valley, sur l'innovation technologique. Inversement, il y a beaucoup de latinos dans la région urbaine de San Francisco, où on est à 23,5%, c'est un peu moins, mais ça reste évidemment un niveau extrêmement important. Donc on a affaire à deux métropoles qui, sur ces questions de la composition de la population, sont un petit peu différentes. Je pourrais vous mettre le tableau si vous voulez.
De toute façon, vous savez, le diaporama sera disponible. Je vais donner à mon collègue, vous pourrez retrouver tous les diaporamas sans aucune difficulté. Pour la suite, et c'est un petit peu dans cette direction, ça sera le quatrième et dernier point de ma communication aujourd'hui. Les questions politiques, finalement. C'est pour ça que j'ai fait l'effort de reprendre des données statistiques sur la base des comtés, parce qu'on a des informations très précises sur les données, des informations sur l'électorat, sur la base des comtés. Alors vous retrouvez ça, vous voyez, David Lepp, ou je ne sais pas comment on prononce David Lepp, qui met ça en ligne. Il fait un gros travail de cartographie électorale, et vous pourrez retrouver ça en ligne. Il donne des informations. Il suffit de mentionner que vous utilisez ces sources, et vous pouvez exploiter ça pour vos cours, si vous en avez besoin. Donc là j'ai repris un travail qu'il a fait récemment au sujet de la réélection de Barack Obama en 2012. Alors, on vient de voir qu'il y a des différences dans la composition, entre guillemets, ethnique de la population en Californie. Donc la Californie est très cosmopolite, plus cosmopolite que le reste du pays. On a vu qu'il y a un nord et un sud de la Californie qui sont un petit peu différents de ce point de vue-là. Ça pose la question de savoir s'il y a une corrélation finalement entre la composition de la population et les choix politiques. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question-là. J'ai que la corrélation est extrêmement complexe. Est-ce qu'il y a un impact de la composition de la population ethnique, de la population sur les choix électoraux? Il y en a effectivement, mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. On a tendance à dire que les minorités ethniques votent pour le candidat démocrate, et inversement, c'est un peu vrai, mais il y a des catégories d'électorats qui nous invitent à nuancer ce type d'affirmation parfois trop générale. Je voudrais vous proposer une espèce de lecture cartographique de cet électorat. Première chose que je veux dire absolument, c'est que la Californie, c'est pas si évident que ça sur la carte. Je vais moi-même faire un petit bémol dans une seconde. La Californie est démocrate. Vous avez sur la carte une opposition, d'un côté le rouge, d'un autre côté les républicains. Le rouge, ce sont les démocrates, de l'autre les républicains. On a l'impression que la moitié de la Californie est républicaine, l'autre moitié est démocrate. Non, je dis la Californie est démocrate. Je vais vous donner un chiffre qui va vous confirmer ça. Lors de la réélection de Barack Obama en 2012, vous allez voir dans certains territoires, on frise, des scores soviétiques. Vous allez le voir dans une petite seconde. Barack Obama, en 2012, a raflé 60,2% de l'électorat en Californie. Et Mitt Romney a eu 37,1% des voix. C'est pas un plébiscite, mais c'est immense, je veux dire, plus de 60%, de l'électorat. Il faudrait voir les chiffres de 2012 qui sont plus élevés encore. De 2008, pardon, qui étaient sans doute plus élevés encore. Je les ai plus en tête. Donc la Californie est un État démocrate. On peut partir de cette affirmation. Juste une petite nuance, tout de même. Démocrate aux élections nationales. D'accord ? Lors des élections, entre guillemets, locales, c'est-à-dire lors des élections californiennes, les choses sont un peu plus nuancées que ça. Et on n'hésite pas, en Californie, à voter pour un candidat républicain. Et on a souvent un gouverneur républicain. On a tous et toutes en tête Arnold Schwarzenegger, qui a eu de multiples casquettes dans sa carrière, y compris... Il était marié avec Kennedy. Ça n'a pas pu nuire. Arnold Schwarzenegger, il était sous l'étiquette républicaine. Il a quand même été élu gouverneur de la Californie. Donc vous voyez, quand je dis la Californie est démocrate aux élections nationales, lors des élections locales, le propos est un peu plus nuancé. Ceci dit, Arnold Schwarzenegger n'était pas un républicain intégriste, c'était quelqu'un sur des questions sociales d'extrêmement libéral. Il n'a jamais tenu de discours contre le mariage gay, par exemple. Il était plutôt, s'ils veulent se marier, c'est pas un problème. Il était très ouvert sur ces questions. Voilà, ce que je veux souligner, par contre, c'est qu'il y a un double gradient. Un petit peu comme sur la question de l'eau, les choses sont un petit peu complexes, mais on arrive à voir quelles sont les lignes de séparation, les lignes de fracture. Un double gradient politique, une ligne nord-sud et une ligne aussi
littoral et intérieur, de la Californie pour cette question du vote. Alors, ça rend la lecture de la carte un petit peu plus compliquée, et aussi, on a une image un petit peu trompeuse du fait de cette carte. La photographie électorale est un petit peu erronée, et je voudrais faire quelques précisions et essayer de réduire, vous voyez sur le diaporama, ce qu'on pourrait appeler la subjectivité de la représentation cartographique, donc qui donne vraiment une impression un petit peu fausse. Alors, je crois qu'il faut éclairer cette représentation cartographique, pondérer l'image qu'on peut avoir sous les yeux, et je voudrais simplement insister sur deux éléments de pondération, deux éclairages qui nous permettent de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette carte. D'abord, c'est la population des comtés. Combien de votants dans les différents comtés qu'on a sous les yeux, bien sûr. Et puis, le deuxième élément de pondération, c'est l'intensité du vote dans tel ou tel comté. Alors, je vais vous donner quelques chiffres, quelques éléments un petit peu plus précis. Si vous regardez tout au nord de l'État, les 6 comtés les plus au nord, les comtés septentrionaux de la Californie, qui sont en bleu, qui ont donc voté pour Mitt Romney en 2012. Aussi, c'est la question de l'intensité du vote en faveur de tel ou tel candidat. San Francisco, je vous disais tout à l'heure, des scores absolument impressionnants. San Francisco, en 2012, a voté à hauteur de 83,4% en faveur de Barack Obama. C'est colossal. Alors, je passe à la diapo suivante, on va rentrer un petit peu dans le détail sur ce clivage politique entre le nord et le sud, ou disons plutôt entre la région de San Francisco et la région de Los Angeles. Une opposition, je crois, assez nette. Alors là, je vous ai donné un tableau de la répartition des votes entre républicains et démocrates à l'échelle des 2 métropoles auxquelles je m'intéresse, la Californie du Nord et la Californie du Sud, pour le dire autrement. Deux remarques majeures. La première, c'est que, selon moi, les termes sont peut-être un petit peu exagérés, mais il me semble qu'il y a un gouffre politique énorme entre le nord et le sud de la Californie. Le nord est beaucoup plus démocrate que le sud de la Californie. Ce qui n'était pas si évident que ça sur la carte que je vous ai projetée tout à l'heure. Quelques chiffres. Le vote pour Obama, par exemple, à San Francisco, le comté qui a voté le moins pour Barack Obama, c'est le comté de Napa. Vous connaissez le comté de Napa, Napa Valley, c'est la fait du vin californien, donc les amateurs de vin connaissent le comté de Napa par définition. A voté quand même à hauteur de 63% pour Barack Obama. Et jusqu'à San Francisco, le maximum, c'est la ville, le comté de San Francisco, 83,4%, je vous le disais tout à l'heure. Si vous regardez inversement les votes à Los Angeles, le plus bas pour Barack Obama dans la région de Los Angeles, c'est le comté d'Orange, Orange County, qui est considéré dans la région urbaine de Los Angeles comme étant un comté conservateur, et c'est attesté par les chiffres qu'on a sous les yeux. Et le maximum, c'est 69,7% pour le comté de Los Angeles, dont on a vu tout à l'heure, grâce à la carte de Yves Bocquet, à quel point c'est un comté extrêmement cosmopolite, avec une omniprésence des minorités ethniques. Si vous regardez inversement le vote pour Mitt Romney, à San Francisco, c'est pas anecdotique, mais c'est pas grand-chose. 13% dans le comté de San Francisco, 34,3% inversement dans le comté de Napa, et puis à Los Angeles, 27,8% dans le comté de Los Angeles, et on arrive dans le comté d'Orange à 151 périphérie entre démocrates et républicains, opposition qui correspond à l'image qu'on a souvent des villes américaines et qui est relativement bien respectée ici. Le centre est le comté central et le comté qui est toujours le plus favorable aux candidats démocrates, et les comtés périphériques sont les comtés qui sont soit les moins favorables aux candidats démocrates, soit éventuellement les plus favorables aux candidats républicains. Regardez, les comtés de San Francisco ont voté à 83% pour Barack Obama et Los Angeles 69% pour Barack Obama. Et inversement, c'est la périphérie qui vote le plus pour le candidat républicain. Pour conclure, je vais prendre quelques minutes supplémentaires pour conclure.
what can we learn from California about the United States? C'est-à-dire, qu'est-ce que la Californie peut nous apprendre nous enseigner sur les États-Unis? Je crois que c'est, en d'autres termes, comme je le disais dans mon introduction, il ne s'agit pas seulement d'apprendre des choses sur la Californie pour la Californie, c'est intéressant en soi, mais qu'est-ce que la Californie nous dit sur les tendances plus générales aux États-Unis? Alors, est-ce qu'il y a... Ça renvoie à la question de l'unité de la diversité de la Californie, je pense qu'on en a parlé suffisamment. Est-ce qu'il existe une ou des Californies? Ça renvoie à une même problématique pour les États-Unis. Ça renvoie à la problématique de l'unité de la diversité des États-Unis. Et ça fait, en fait, ça me permet de renvoyer à deux ouvrages. J'évoquais l'ouvrage de Peter Fradkin, Seven States of California. Vous connaissez aussi sans doute, parallèlement, le bouquin de Joël Garreau qui s'appelle The Nine Nations of North America, les 9 nations de l'Amérique du Nord, qui a été publié à peu près au même moment, un petit peu avant d'ailleurs, qui fait de la même manière un découpage de l'Amérique du Nord, en considérant qu'il y a 9 nations différentes. Mais, très clairement, la Californie est une sorte de laboratoire du rêve américain, un laboratoire de l'aventure américaine. La Californie est plus cosmopolite que le reste des États-Unis, la Californie est plus démocrate, la Californie est aussi plus novatrice. On repense à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la Silicon Valley ou sur Hollywood. Est-ce que pour autant il faut craindre un éclatement de la Californie? Je pense que je parlais de Kevin Starr, très clairement, c'est complètement fantasmatique, hors de question d'envisager une brève échéance, même à moyen terme, très peu probable. L'affaire Jeff Stone a défrayé la chronique, mais ça, c'est un mouvement permanent, mais de croire en l'éclatement de la Californie, c'est évidemment très peu probable, de la même manière qu'il est peu raisonnable de penser que les États-Unis pourraient s'éclater, si on peut dire comme ça. Les facteurs de cohésion en Californie sont très nombreux. J'ai insisté sur la question de l'eau et de la solidarité territoriale de la Californie qui est défendue, que favorise finalement le Sacramento et la politique de la gestion de l'eau. On pourrait aussi évoquer la question de l'éducation. Il y a beaucoup d'universités publiques en Californie et elles sont de très très bon niveau. Le système UC, University of California, UC Berkeley, UCLA, UC Irvine, etc. Ce sont des universités publiques de très haut niveau. La protection de l'environnement, la promotion touristique, la promotion commerciale. Donc la puissance publique californienne, Sacramento, est très présente et incarne la Californie dans son ensemble et les Californiens s'y retrouvent. Et c'est la même chose, je crois, à l'échelle des États-Unis. Les facteurs de cohésion des États-Unis sont extrêmement importants, sont extrêmement nombreux. On peut penser à toutes les politiques publiques concernant l'environnement, la sécurité. Et puis on peut renvoyer à des questions plus idéales, la question du rêve américain. Je ne suis pas là pour discuter des fondements, de la partie imaginaire du rêve américain, mais le rêve américain, quoi qu'on en dise, ça fonctionne. Le culte de la nation aussi. Je crois que les facteurs de cohésion des États-Unis sont extrêmement importants. Néanmoins, et je m'arrêterai là-dessus, je pense que je prends juste une dernière seconde pour conclure, pour dire un dernier mot. Néanmoins, qu'est-ce que ça nous dit sur les États-Unis? Je voudrais juste renvoyer... ça dit des choses, je crois, sur les difficultés du vivre ensemble. Les difficultés du vivre ensemble aux États-Unis, qui sont plus marquées en Californie qu'ils ne le sont dans le reste des États-Unis. La Californie est un État moteur en ce qui concerne le développement des gated communities, les résidences fermées dont on a parlé un petit peu ce matin. Gérald Billard et d'autres collègues en parleraient beaucoup mieux que moi. Je crois du coup que la Californie est emblématique d'une difficulté plus générale aux États-Unis, qui est une difficulté qui consiste à la difficulté de faire vivre des communautés entre elles sans tension. Voilà, merci pour votre attention.